Donc on va commencer donc cette présentation, hein, ce WebEx, qui a été organisé par Chris, hein, pour les 3 agences, de l'agence de Strasbourg, l'agence de Lille et l'agence de Nantes. Donc je pense qu'il y a différents partenaires de ces trois différentes agences. Donc merci à tous, hein, d'être présents aujourd'hui ce matin pour cette petite heure de présentation sur la partie ZTNA de chez StormShield, hein. Donc on va vous présenter les rappels des principales fonctionnalités, hein, bien sûr. Une présentation de la partie ZTNA, sur la version 4.8. Et Mélène nous fera également une petite démo sur cette partie ZTNA. Voilà, Mélène, je te laisse te présenter et tu peux commencer sans aucun problème. Ok, ça roule. Bonjour à toutes et à tous. Je vois quelques noms familiers dans la liste, ce qui n'est pas tellement étonnant, mais ça fait toujours plaisir de revoir les gens et de voir que vous êtes présents. Donc moi, Mélène, je suis à vente sur la région nord-est chez StormShield. Donc j'interviens auprès de vous, auprès des partenaires et auprès des clients finaux directement également pour tout ce qui est qualification de projet et montée en puissance sur nos solutions. Bon, en principe, on a Jérôme Planquette aussi qui devrait se connecter, qui est le responsable commercial de la région Grand Nord, hein, donc du Havre à Strasbourg. Voilà, je pense que vous connaissez, hein, ça fait quelques années qu'il est là. Moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis arrivé chez StormShield, avec un passé aussi, un passé sur les technos. Comme Benoît l'a introduit, donc on va effectivement parler un peu de la gamme produit en termes de refresh, parce que faire un rappel, ça fait jamais de mal. On va parcourir les différentes versions, les différentes fonctionnalités de la 4.8 qu'on a pu développer entre la 4.3 et la 4.8 pour remettre un petit peu, pour vous remettre à niveau et aussi vous donner des informations à communiquer auprès des clients aussi pour valoriser nos solutions, on manque aussi un peu de communication peut-être envers vous et envers nos clients, envers vos clients, les clients finaux, et sur lequel on a beaucoup de clients finalement qui sont soit encore sur des versions obsolètes ou des versions, encore des versions 4.3 évidemment, des personnes qui recherchent de la stabilité et finalement se sont pas forcément au courant des dernières nouveautés, ou en tout cas des nouveautés qui ont eu lieu sur ces 2 dernières années. Donc c'est important de refaire un petit point sur tout ça. On parlera forcément de la 4.8 et on enchaînera sur la partie connectivité des utilisateurs avec l'approche de ZTNA et démonstration. Et sur la fin, je leur ferai une petite piqûre de rappel sur les différentes ressources à disposition que vous pouvez consulter pour vous aider effectivement à mieux appréhender nos solutions. Je S'il y me a des questions, permets, ouais, oui, vas-y, pardon, je Benoît. me permets juste, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat, hein. Peut-être que ce que tu allais dire en plus. Et c'est exactement ce que j'avais dit. Donc c'est parfait. Au niveau du portfolio, donc il n'y a pas eu de nouveautés sur 2025, en tout cas au niveau du hardware, hein. On consolide effectivement notre offre de firewall hardware, aussi bien sur la partie OT, hein, c'est important, le marché OT, j'en parle parce qu'on en voit de plus en plus, hein, des besoins de sécurisation des infrastructures industrielles, le besoin est bien là. Alors il y a effectivement beaucoup d'évangélisation encore à faire, mais c'est bien souvent des réseaux à plat. Donc des réseaux où il n'y a rien, c'est vraiment du greenfield. Et donc il y a un petit pare-feu pour venir sécuriser des automates ou bien sécuriser un cœur de réseau industriel. C'est toujours un projet identifiable chez ses clients. Pour toute la partie IT, on a bien évidemment nos boîtiers du XS jusqu'à la partie XL. Alors forcément, plus on va monter dans la gamme, plus on va déployer de la performance, du débit, hein, du débit d'inspection pour analyser les flux. Je rappelle que quel que soit le modèle, si vous savez exploiter un 170, vous êtes aussi en mesure d'exploiter un 6002. D'accord? C'est exactement le même firmware, la même manière de fonctionner. Euh, un grand différenciant, c'est important de le rappeler, parce qu'au niveau du catalogue hardware, c'est un vrai argument aussi commercial, c'est notre capacité à proposer des boîtiers upgradables, d'accord? On a la partie S-Series, M-Series, L-Series, XL Series, pardon, sur lequel, effectivement, on a deux modèles à chaque fois qui partagent la même plateforme hardware, ce qui permet à un client de commencer petit et d'évoluer par la suite sur un boîtier, finalement, plus performant
et finalement s'aligner avec les besoins métiers qu'il pourrait avoir dans le futur court terme, moyen terme ou long terme. D'accord? Donc un client qui commence à 220, pour sécuriser un petit site, jusqu'à une cinquantaine d'utilisateurs, peut-être s'il fait une croissance externe, ou bien s'il fait un peu de recrutement ou bien il y a de nouveaux services numériques à sécuriser, il aura besoin de plus de bandes passantes, plus de performance au niveau du pare-feu pour traiter les flux, et il pourra simplement injecter une nouvelle licence pour transformer son 220 en 320. Donc ça permet de pérenniser l'investissement, ça permet de migrer en douceur et finalement de réconforter le client aussi pour acheter un pare-feu Storm Shield en termes tout simplement de confiance, de confiance sur le long terme. Donc ça, c'est vrai sur la plateforme S-Series, M-Series, L-Series, XL Series. Ok. Je rappelle que alors sur la partie XL Series, c'est un peu un boîtier hybride puisqu'il n'y a pas d'évolution de performance. Simplement, sur la partie XL Series, on aura une dénomination pour plutôt les clients IT et une autre dénomination pour les clients OT, simplement en fonction de comment on le met, si à l'horizontale ou à la verticale. Bon, c'est pour la blague. Non, c'est simplement le SNI 10 est livré avec l'inspection des protocoles industriels, tandis que le SN 160 sera livré avec les packs essentiels ou premium. On va le voir tout à l'heure. Je rappelle, sur le SN 170, on sait faire de la haute disponibilité. C'est un boîtier qui est SD-WAN ready. À partir du 220, on va avoir de l'alimentation électrique redondante disponible. D'accord. À partir du 520, on saura faire de la connectivité 10 Go, 25 gigabits. D'accord. Plus une brique d'évolutivité avec un module d'extension additionnel. Et plus on va monter jusqu'au CMI 2, plus on va avoir une capacité de densité de port et de performance. Ok. C'est ce qu'il faut retenir, hein. On a toujours nos environnements virtuels pour sécuriser les clouds publics, les clouds privés. Donc ça, c'est aussi important. Pensez aussi à bien travailler, à bien proposer les outils compagnons aux clients. Le SD-WAN, notamment si vous faites du multisite, ou simplement si vous avez un client qui a quelques pare-feux, 2, 3, 4, 5 pare-feux, ou plus évidemment, proposer un SMC, le Storm Shield Management Center. Soit effectivement vous pouvez le proposer à un client multisite, ou bien même en faire l'acquisition pour vous, pour améliorer votre exploitabilité, l'exploitation au quotidien, si vous faites du service manager sur nos solutions Storm Shield à destination des pare-feux en mode MSP. D'accord? Donc ça peut être un vrai outil apportant une vraie valeur ajoutée dans vos opérations quotidiennes. Donc n'hésitez pas, soit vous en avez déjà une, soit n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos correspondants Chris ou Storm Shield dédiés. Deuxième outil compagnon, le SLS, le Storm Shield Log Supervisor, qui permet effectivement de consolider l'ensemble des logs d'un parc de firewall. Là encore, l'idée, c'est de pouvoir pérenniser le stockage des données, d'accord, sur long terme, et bien évidemment donner plus de visibilité sur tout un parc de pare-feu, donc avec de la granularité dans la configuration, la définition de dashboard et de rapports. On aura bien évidemment le troisième outil compagnon, le Storm Shield Agent VPN SSL, dont on va reparler tout à l'heure, puisque ce sera le focus ZTNA. OK. Rapidement, les packs de services, on a eu quelques évolutions sur 2025. On a remplacé le pack standard par le pack essentiel et on a boosté le pack premium. Donc je vais surtout m'attarder au niveau fonctionnalité. Pack essentiel, on va retrouver les fonctionnalités essentielles de sécurité pour finalement utiliser nos pare-feux dans un mode de segmentation réseau. Voilà, si on parle de double barrière, positionner un pare-feu en couche interne n'a pas besoin de sécurisation web, et dans ce cas-là, le pack essentiel est plutôt recommandé. On va retrouver les fonctionnalités de Next Gen Firewall, d'IPS qui sont historiques au boîtier Storm Shield, toute la partie interconnexion VPN IPsec avec les capacités de diffusion restreinte et de chiffrement post-quantique qui sont intégrées nativement. La partie VPN ZTNA qu'on va aborder, c'est aussi des choses qui sont intégrées de base dans nos solutions. Donc c'est important de pouvoir le proposer aux clients pour apporter de la valeur. Voilà, de la valeur à moindre coût en plus pour le client, et du service en plus pour vous. Donc c'est une bonne affaire. Pareil, la partie routage SD-WAN intelligent, c'est inclus de base. Donc il y a juste, voilà, il n'y a pas une licence complémentaire. C'est aussi un vrai différenciant commercial. La partie contrôle des services web, on va en reparler également, puisque c'était une nouveauté qui est apparue en 4.4,
qui permet de lutter contre le shadow IT et d'avoir un filtrage un peu plus simplifié pour contrôler les applications SaaS. On intègre aussi de la threat intel, c'est aussi des évolutions qu'il y a eu en 4.7, donc on en reparlera. Et finalement, le pack premium, on va récupérer, en plus de ces fonctionnalités de pack essentiel, les fonctionnalités de sécurité web avancées avec un moteur d'antivirus avancé, donc toujours basé sur le moteur Bitdefender. Le filtrage web avancé également basé sur Bitdefender. Et on a intégré maintenant de base dans le premium notre service de sandboxing cloud BreachFighter. Donc ça, c'est important puisqu'en plus BreachFighter, depuis mars, le service intègre maintenant, en plus du moteur comportemental qui en faisait on va dire son cœur principal de détection, on a intégré un moteur de détection sur base donc d'intelligence artificielle. Donc vous n'hésitez pas aussi à le communiquer aux clients aussi pour valoriser ce nouveau service qui est maintenant intégré dans le premium. Vous avez remarqué évidemment, non, je vais en parler juste par la suite. Aussi un autre point différenciant par rapport à d'autres compétiteurs, c'est qu'on n'a pas besoin de doubler les licences quand on fait du cluster, d'accord? On a un seul pack de services qui sera aussi bien pour l'actif que pour le membre passif. Donc c'est aussi important. Hop, au niveau des versions, je voulais repartir un petit peu sur des basiques parce que c'est toujours important d'avoir une bonne base. Donc nos versions sont composées de 3 digits, d'accord? X, Y, Z. Le premier digit représente la version majeure, le deuxième digit la version mineure, et le troisième digit la version de patch, d'accord? On sort une version majeure à peu près, alors je ne peux pas dire que c'est récurrent, pour le coup il n'y a pas vraiment de récurrence. Par contre la version mineure, on va en sortir 1 à 2 fois par an, à peu près. Et les versions de patch, on va en sortir toutes les 6 semaines. Donc il y a un bon rapport, on va dire, un bon ratio entre délai et rapidité pour éviter effectivement de polluer à devoir patcher tous les 4 matins. Et en même temps, on a besoin d'avoir un système quand même up-to-date avec le minimum d'anomalies possible. Donc ça vous donne un rythme de développement. Voilà, on a la 4.8.9 qui va bientôt arriver, qui va arriver sur mai, et 6 semaines après, on aura une autre version. On a des types de versions où je pense que vous n'êtes pas passé à côté, hein, notamment le LTSB, le tag LTSB qui est le Long Term Support Branch, qui est la version stabilisée à long terme. Ça, c'est quelque chose qui est déjà bien reconnu, je pense, dans notre réseau de partenaires et chez nos clients. On avait intégré aussi une version EA depuis pas très longtemps, je pense, depuis la 4.7 ou la 4.8. EA qui signifie Early Availability. On reviendra un petit peu sur le pourquoi du comment. Et là, on va intégrer 2 nouveaux tags, la version QS et la version bêta. D'accord? Et on parlera de version continue aussi dans le prochain slide. Donc ça, c'est des tags que vous retrouvez sur des tags qui vont être associés à des numéros de version, d'accord? Qui vont vous permettre aussi de vous faire comprendre un petit peu si ces versions sont stabilisées, si c'est des versions que vous pouvez utiliser en production, si c'est du test, etc. Donc l'idée, c'est de vous donner plus de visibilité sur comment on développe. N'oubliez pas que tout ça, c'est aussi disponible sur notre Product Lifecycle. Vous aurez la présentation avec les liens qui vont avec. Pour vous donner un petit peu une photo globale d'où on en est aujourd'hui, donc aujourd'hui, on a 2 versions qui sont supportées. La version 4.3 qui est notre version, d'ailleurs LTSB aujourd'hui. J'ai un petit problème de slide, je le corrigerai, mais c'est la version LTSB. Et on a la version 4.8 qui est notre dernière version continue. Donc les clients qui recherchent de la stabilité installent la version 4.3. Les clients qui recherchent de la fonctionnalité ont suivi notre train de développement en installant la 4.4, puis la 4.5, puis la 4.6, puis la 4.7 et aujourd'hui la 4.8. Dès qu'on a une nouvelle version continue, la version précédente expire dans les 3 mois qui suivent. On a également, donc, et ça ça va être nouveau, on a la version 5.0 qui va arriver en version bêta directement disponible sur MyStorm Shield en juin prochain. Donc ça va arriver très rapidement. Vous aurez l'occasion justement de la télécharger, de la tester, de l'installer pas évidemment en production, c'est pas une bonne idée, et elle sera non supportée. D'accord? Le support n'apportera pas notre TAC n'apportera pas de support. En revanche, vous pouvez ouvrir des tickets pour relayer vos problèmes qui seront envoyés à notre R&D. D'accord? Mais évidemment, surtout, ne l'installez pas en production, c'est évidemment pas l'objectif.
Donc, il vous suffira simplement d'accéder sur My Storm Shield et vous pourrez récupérer cette version avec le tag bêta. Donc demain, ce qui va se passer, du coup, j'ai un peu teasé le truc avec mon erreur. La Mmh. version 4.3 qui était LTSB va devenir une version QS, d'accord? Et la version 4.8 va devenir LTSB, si tout va bien, à partir de mi-juin. D'accord? Il y aura une communication qui sera faite dans ce sens-là, officielle. Donc les clients qui étaient auparavant en 4.3 vont pouvoir migrer en 4.8, d'accord? Et bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités que l'on va parcourir ensemble juste après. Donc ça permet effectivement d'apporter de la valeur aux yeux des clients et peut-être aussi à vos yeux. L'effet 4.8 LTSB apporte aussi une couche de, pas dire de waouh, mais comme si on sortait énormément de fonctionnalités one shot. Évidemment, ce ne sont pas des fonctionnalités qui viennent d'arriver, c'est des fonctionnalités qui ont été développées depuis 2 ans et demi à peu près, mais finalement qui ne sont pas forcément très connues de nos clients finaux, puisqu'il y en a beaucoup qui sont en version 4.3 et pas tous et finalement une minorité en version 4.8. Donc le tag LTSB va basculer de la 4.3 à la 4.8 et la version 4.3, étant donné que c'est notre version qualifiée par l'ANSI et version qualifiée en standard, va porter le tag QS et finalement cette version 4.3 sera plutôt destinée, maintenue pour les clients qui ont un besoin de posséder une qualification ANSI sur le pare-feu, une version qualifiée. La plupart des autres clients, sinon, pourront directement passer sur la 4.8. On aura effectivement la version 5.0 qui sortira en EA, en Early Ability. Ça veut dire EA, ça veut dire qu'on aura passé les tests, les alpha tests, les bêta tests, et qu'elles seront maintenant disponibles pour on va dire, une pré-production ou bien pour les clients les plus téméraires. Donc évitez quand même de la mettre de déployer sur des environnements sensibles, c'est pas l'objectif. Une fois qu'on aura une version 5.0.3, 5.0.4 par exemple, le tag EA sortira et la 5.0 deviendra notre prochaine version continue. Ok? Donc ça arrivera 5.0 donc sur S2, a priori sur septembre, voilà, pour vous donner un peu de visibilité. Parlons un petit peu d'obsolescence matérielle. Donc sur cette année, on n'a pas spécialement d'obsolescence court terme, d'accord? On a quelques fins de vie qui arrivent sur 2027, 2028, 2029, donc ça vous permet effectivement de discuter avec vos clients sur tout ça. Donc c'est principalement des petits boîtiers, hormis le 910, mais sinon on va être tout ce qui est 160, 160W, 210, 210W, 310, etc. 2029, on a effectivement la fin de vie des gros châssis, mais on a encore le temps, c'est dans 4 ans. Un point important avec la version 5 qui arrive aussi, les petits boîtiers 160, 210, 310 ne pourront pas passer la version 5, ils s'arrêteront en version 4.8 qui est la version LTSB et donc ils pourront subsister sans problème jusqu'à leur fin de vie. Ok? Toujours, petit rappel, toutes ces informations-là sont disponibles dans le Product Lifecycle. Je pense aussi que vous n'êtes peut-être pas passé à côté. Si vous êtes passé à côté, c'est l'occasion d'en rediscuter. On est en cours de dépréciation de plusieurs services, des services historiques Storm Shield notamment. Donc on en a 4. Donc c'est aussi intégré dans le Product Lifecycle. C'est bien indiqué avec la dernière version supportée. Donc on va dire au revoir au VPN SSL en mode portail, d'accord? En tout cas, c'était un service qui n'a pas beaucoup évolué ces dernières années, qui était finalement assez peu utilisé et qui est au détriment du VPN SSL en mode tunnel. Le Vulnerability Manager également, on a d'autres vocations pour ce segment, cette fonctionnalité-là. Donc elle va disparaître du pare-feu, elle arrivera peut-être ailleurs plus tard. ClamAV également qu'on déprécie dans le pack essentiel. Comme vous l'avez vu, on ne fournit plus d'antivirus de base dans le pack essentiel maintenant. Tout simplement parce que les bases, on estime que la base ClamAV n'était pas suffisamment robuste, et n'apportait pas suffisamment de valeur et n'élevait très peu finalement le niveau de sécurité pour nos clients. Donc on a préféré la supprimer. Pareil, le filtrage d'URL embarqué historique finalement était peu mis à jour et donc en matière de contrôle de sécurité n'apportait pas grande valeur. Donc on préfère effectivement proposer à nos clients un pack premium vraiment orienté navigation web sécurisée plutôt qu'avoir un entre-deux qui coche la case mais qui n'apporte absolument rien. D'accord?
Donc ça, c'est le parti pris sur lequel on s'est positionné. L'objectif étant effectivement de déprécier des fonctionnalités pour aussi nous redonner de la bande passante pour proposer d'autres choses plus attendues sur le marché actuel. Donc, on a dit la version 4.8, bientôt LTSV, forcément, vous allez pouvoir surfer aussi sur ça pour aller démarcher vos clients, aller faire un refresh, apporter des nouvelles, une valeur ajoutée, des nouvelles fonctionnalités pour vos clients, du conseil. Donc ça va être important. Et donc ça va passer par justement les différentes versions qui sont sorties depuis la 4.3. Sans aller forcément dans le détail sur toutes les versions, voilà, je vous ai mis à peu près les grandes thématiques. Version 4.4, on a une grande fonctionnalité, c'est la partie web service qui est sortie. On a travaillé un peu sur le multicast et on a fait des améliorations sur l'IPsec. Au niveau des web services, donc la fonctionnalité vraiment phare de cette version, voilà, vous avez des nouveaux objets web disponibles sur le pare-feu, donc objets services web, qui vont effectivement vous donner une liste de services SaaS disponibles. Donc il y en a beaucoup. Soit effectivement de manière unitaire, hein, vous retrouvez des services Apple, des services Google, Microsoft, etc. Ces services sont aussi groupés dans des catégories, donc pour faciliter aussi le filtrage, et vous pouvez réutiliser ces objets unitaires ou par catégorie directement dans la politique de sécurité pour simplifier la politique de sécurité. Voilà, j'autorise tous mes réseaux internes à accéder aux services Storm-Shield, c'est important, ou bien à AWS, à Box, et inversement, je peux bloquer par exemple des applications qui n'ont pas été autorisées par la DSI client, comme par exemple WeTransfer, hein, si on a votre client a un service de stockage en ligne avec du OneDrive, par exemple, ou du Google Drive, bah, finalement, il y a pas normalement, il n'y a pas d'intérêt d'utiliser WeTransfer. Et donc, WeTransfer, ou bien un autre, hein, peu importe, pour être considéré comme étant une application Shadow IT. D'accord? Et donc, grâce à ces services web, vous pouvez simplement euh, bloquer ou bien autoriser ces services. Là où auparavant, vous deviez créer des groupes d'objets où finalement vous ajoutiez des adresses IP publiques, peut-être parfois des FQDN. Donc c'était long, fastidieux. Ça vous prenait beaucoup de temps à maintenir ces bases. On le fait maintenant pour vous. Enfin, on le fait maintenant. On le fait depuis la 4.4. On le fait pour vous et pour les clients. Donc ça vous fait gagner beaucoup de temps et ça apporte aussi beaucoup de valeur. En 4.5, En 4.5, on a effectivement la grande fonctionnalité, c'est le MFA, sur le MFA, dont j'ai un slide juste après. On a rajouté du support de protocoles industriels dans l'IPS, notamment le SL+, ou bien l'OPCDA. On a amélioré le routage de multicast dynamique, d'accord. On a refondu aussi la page de blocage HTTPS pour qu'elle soit un peu plus user-friendly. Et on a fait aussi des gros travaux sur la COS, d'accord, avec des traffic shapers en entrée-sortie, notamment. C'est pas exhaustif, mais ça donne un peu l'ordre d'idée de ce qu'il y a en 4.5. Sur la partie MFA, comment ça se présente si vous ne l'avez pas encore testé? Donc, c'est une fonctionnalité, une nouvelle méthode d'authentification qui est disponible, que vous pouvez ajouter dans la longue liste des méthodes d'authentification sur le SNS. C'est extrêmement simple à mettre en place. Vous cochez où vous voulez mettre en place du MFA, soit effectivement le portail captif, soit au niveau du tunnel VPN SSL, ou bien par exemple pour une authentification IPsec en XAuth. Je pense que même maintenant, il y a IPsec, IKEv1, IKEv2 d'ailleurs, ça n'est pas tout à fait à jour. Et on peut aussi le mettre en place pour l'administrateur du SNS, aussi bien pour la GUI web ou le SSH. D'accord? À cela, on ajoute une politique d'authentification dans laquelle on autorise des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs provenant à se connecter en VPN SSL par exemple, ou sur des interfaces sous forme de portail captif, en utilisant un mot de passe à usage unique, le fameux MFA TOTP. Côté utilisateur, pour s'enrôler, c'est très simple. Donc, il se connecte sur le portail captif du pare-feu, sur une adresse, sur une des interfaces sur lesquelles il a le droit de se connecter. Il rentre son username. On lui présente un QR code à scanner pour venir enregistrer sa site TOTP. Il le fait depuis un smartphone. Donc, idéalement, effectivement, c'est recommandé d'avoir un smartphone professionnel.
Et après, il va tout simplement pouvoir se connecter en VPN SSL en utilisant son login, son mot de passe, plus son code TOTP. OK? Donc voilà, ça existe depuis la 4.5. Il y a des limites aujourd'hui, hein, évidemment, c'est un service qui est natif. On a des limites puisqu'on n'a pas de fédération de services aujourd'hui, de TOTP. Donc si un client a plusieurs pare-feux, souhaite, pouvoir définir plusieurs tunnels SSL sur tous ces pare-feux, ça veut dire qu'il faut enrôler tous les utilisateurs et avoir des profils de TOTP différents pour chacun des pare-feux, donc ça peut avoir des limites. On y travaille, on a des nouveautés qui arriveront avec la V5 et ça fera sans doute l'objet d'un prochain webinaire. En 4.6, quelques améliorations. On n'a pas eu une grande fonctionnalité phare, si ce n'est effectivement qu'on a migré l'antivirus Kaspersky vers Bitdefender. Donc on apporte un peu plus de souveraineté, un peu plus de cohérence dans ce que l'on propose. Puisqu'effectivement Kaspersky n'était pas forcément connoté très, très souverain. Bitdefender est dans le rayon européen, donc on est effectivement beaucoup plus aligné par rapport à nos valeurs. On a remonté des indicateurs de TPM, donc la puce pour stocker les mots de passe directement dans le dashboard du pare-feu. On a fait des améliorations Radius pour supporter justement d'autres providers d'identité en Radius. Donc ça, c'est important pour gérer d'autres MFA. On a intégré des nouveaux protocoles industriels et on a amélioré la gestion du routage du SD-WAN, notamment en termes de calcul de giga. Donc à chaque fois, vous avez aussi l'accès à la release note. N'hésitez pas à consulter les release notes avant de mettre à jour aussi bonne pratique d'installation, notamment de regarder les comportements déviants ou en tout cas les comportements impactant la mise à jour. 4.7, fonctionnalité phare, ce sera l'agent TS. Donc on a quelques slides par la suite. On a aussi boosté les débits des VPN SSL. Donc, enfin, pas les débits, pardon, le nombre de connexions des VPN SSL sur les boîtiers 710, 910, 210, 310 notamment. On a rajouté une nouvelle catégorie d'URL, on va en reparler. On s'intègre avec Sequoia, on va en reparler. On a mis à jour, on a activé on a apporté la fonctionnalité de mise à jour des boîtiers en mode Earling. Si effectivement un client était dans un environnement fermé qui n'avait pas accès à Internet sur ses pare-feux ne pouvaient pas se mettre à jour, il fallait passer par un serveur de rebond, etc. Là, on peut effectivement injecter tout simplement les bases de sécurité qu'on récupère depuis MyStampShield et on vient les mettre sur le pare-feu. On fait du stockage de secrets dans le TPM. On a migré notre service EWC sur les nouveaux moteurs Bitdefender. Donc ça, c'était une obligation puisque sinon, on n'avait plus de service. On a utilisé une nouvelle passerelle de Black Hole pour faire du routage statique, désactiver la compression, ça c'est important, désactiver la compression par défaut sur le VPN SSL, donc attention. L'amélioration de certains moteurs comme le SD-WAN, l'achat ou quelques améliorations côté UX, notamment sur la partie dashboard. Bon, voilà, il n'y a rien. C'est plutôt du détail, mais ça apporte quelques modifications. Sur la partie agent TS, comment ça se présente? Donc effectivement, l'agent TS, nouvelle méthode d'authentification également. C'est une méthode qui permet de gérer l'authentification multiple user sur les environnements de type terminal server, RDS, Citrix, etc. Donc vous pouvez avoir une liste, plusieurs serveurs, avec chacun son propre agent TS. Voilà un exemple, par exemple ici, j'ai ma liste d'agents TS qui sont actifs, disponibles sur mes objets. Je retrouve dans le dashboard l'état de ces agents. Okay, tout est bon. Je retrouve des informations de log. Effectivement, quand j'ai mes utilisateurs se log sur ces serveurs, donc je sais sur quelle machine ils se sont connectés et voilà, et de quelle manière ils se sont connectés, donc avec l'agent TS. Je retrouve sur le dashboard également l'état du service pour me dire s'il est activé et s'il est activé, est-ce qu'il fonctionne ou bien s'il ne fonctionne pas. Donc on retrouve en vert, tout fonctionne. S'il y a des questions, n'hésitez pas en tout cas, hein. Pour l'instant, il n'y en a pas, apparemment. Soit c'est clair, soit voilà. Ah, je vois une main levée. Nick, si jamais tu as une question, n'hésite pas à mettre dans la conversation. 4-7.
on intègre des nouveaux IOC, donc indicateurs de compromission qui apportent en fait qui s'affichent sous une forme de catégorie d'URL, compromise URL, URL compromise. Donc on intègre effectivement différentes bases d'IOC qui viennent se consolider dans cette catégorie. C'est important parce que cette catégorie n'intervient pas au niveau du filtre de la fonctionnalité EWC. D'accord? Donc même si vous êtes sur un pack essentiel, cette catégorie compromise URL sera disponible. D'accord? Donc ça vous permet de pas forcément faire du filtrage web, on va dire, en vous assurant pas forcément du filtrage web sur des flux récréatifs, mais en tout cas, vous pouvez proposer de la valeur et éviter finalement proposer de la valeur sur des sites compromis, justement simplement avec cette catégorie pour faire du déchiffrement SSL par exemple, sans pour autant faire du filtrage web avancé sur la base de catégories récréatifs ou toutes les autres catégories que vous pouvez voir ici en dessous. Donc ça, c'est important, cette catégorie-là, elle est de base, elle n'a rien à voir avec le filtrage EWC. Également, je ne sais pas si vous aviez regardé, si vous aviez vu, on a aussi enrichi les logs. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez des lignes de log de connexion, d'alerte, etc., quand vous allez sur le contexte sur la droite, donc vous pouvez aller voir le détail de la ligne de log et pouvez, selon les destinations, selon les items, effectivement, avoir cette petite loupe qui vient s'afficher, qui vient se mettre à côté des destinations. Vous pouvez cliquer sur ces loupes pour vous rediriger vers notre portail de sécurité, security.stormsheetdcs.eu, qui est finalement notre site de threat intel, dans lequel on vous communique, on vous met à disposition justement la réputation de domaine ou d'adresse IP publique. D'accord? Donc ça, c'est pareil, ça apporte de la valeur, ça apporte aussi de la capacité d'analyse, de fournir plus d'informations sur ce qui se passe au niveau des logs. Et donc on peut voir effectivement sur cette adresse IP, bon, bah, voilà, il n'y a pas eu, c'est plutôt inactif et c'est pas bloqué par défaut par le SNS. Ça pourrait être effectivement une IP considérée avec une réputation de phishing, par exemple. Mais voilà, faut l'avoir en tête. Et donc ça, c'est effectivement natif et intégré dans le module essentiel directement. 4.8. Donc 4.8, dernière version, celle qui sera LTSB, donc qui est assez fournie. Donc évidemment, elle intègre cette partie VPN ZTNA dont on parle beaucoup en ce moment, dont on fera une petite démo tout à l'heure. On a aussi apporté du MFA au niveau d'IKEv2, via le protocole EAP-GTC. On savait faire effectivement du MFA avec notre TOTP, avec l'IKEv1 en XOT. Je vois une question donc, de Yannick. Ouais. Vulnerability Manager va être supprimé. Concrètement, par quoi cette fonctionnalité sera-t-elle remplacée dans le contexte actuel d'Oranis 2? C'est un complément au son externe. Que pouvons-nous proposer avec le NVM de passer sur d'autres solutions de sécurité, d'étendre leur sensor à l'interne? Aujourd'hui, le Vulnerability Manager, c'est un service qui est relativement chronophage, qui n'est pas forcément si bien mis à jour que ça, d'accord, chez nous. Et on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment la place d'un scan de vulnerability, si le scan de vulnerability a vraiment sa place sur un pare-feu aujourd'hui. Voilà, on se pose la question. On a d'autres idées en tête pour gérer le management de vulnérabilité, pour être assez honnête. Alors, c'est des choses qui sont dans les tuyaux, mais c'est pas encore suffisamment concret pour en parler. Mais voilà, c'est pour ça, aujourd'hui, effectivement, on ne travaille pas en tout cas sur un remplacement du vulnerability management comme il l'est aujourd'hui sur le pare-feu. On souhaite proposer autre chose et dans un mode plutôt ZTNA. Voilà, c'est encore un peu tôt pour en parler. Ça fera sans doute l'objet d'une prochaine communication, je pense, d'ici plutôt dans 6 mois, à mon avis. Sur la partie 4.8, donc je le disais, on faisait du MFA en IKEv1 en XOT, avec donc ça on savait le faire. Néanmoins, on savait pas faire du MFA en IKEv2, chose que maintenant, depuis la 4.8, on sait le supporter. Donc avec le AP-GTC. Néanmoins, aujourd'hui, vous le savez, on n'a plus de clients VPN IPsec. On ne propose plus de clients. On supporte la fonctionnalité d'IPsec mobile.
Par contre, effectivement, c'est au client de choisir son client IPsec. Pourquoi? Effectivement, parce qu'on a une roadmap assez forte sur la connectivité VPN SSL et d'autres choses qui vont arriver sur S2 qui, voilà, qui seront d'autant plus intéressants. Et ça fera aussi l'occasion d'en reparler et de créer un autre webinaire. Exactement. On apporte effectivement le support des WebSockets dans le proxy SSL. Donc, si on fait du déchiffrement de flux qui utilise des WebSockets, donc on a des WebSockets, on en voit de plus en plus. Un cas d'usage assez simple, hein, notamment avec Walix par exemple, hein, qui initie des connexions en WebSocket. Si vous avez besoin de déchiffrer effectivement des flux d'administration Walix, vous pouvez le faire en 4.8. On a mis à jour nos moteurs de routage dynamique Bird en version 2. On a amélioré du routage multicast également en supportant de nouveaux protocoles. On a amélioré la gestion du DDoS, j'ai quelques captures. On a amélioré la gestion des routes SD-WAN aussi. Donc toujours le SD-WAN, c'est toujours, on l'améliore, on va dire, sous le capot de plus en plus, donc à chaque version. Donc n'hésitez pas à en parler autour de avec vos clients. On sait vraiment répondre à ces cas d'usage. On a intégré des nouvelles cartes hardware 25 Go. Donc j'en ai parlé tout à l'heure sur la gamme, à partir du SN520. Alors hors série L et XL, ça arrive. Ça va arriver avec la version 5. Module réseau avec des interfaces bypass également. C'est des technologies qui sont prises de notre hardware industriel. Donc pour transformer le pare-feu comme un fil en cas de panne du pare-feu. Et on a déprécié effectivement certains modules. On a déjà parlé. Sur la partie VPN SSL ZTNA, je vais passer puisque je vais vous faire la démo en ligne. La partie MFA IKEV2, donc à quoi ça ressemble? On a effectivement une nouvelle méthode qui est l'EAP-GTC, soit en token card, sur lequel vous allez pouvoir renseigner un certificat, d'accord, une autorité de certification et un groupe d'utilisateurs. Derrière, effectivement, vous pourrez utiliser ces informations-là dans un client qui sait gérer l'EAP-GTC pour réaliser l'authentification avec le MFA Stampsheet. Là, effectivement, je prends la politique d'authentification en IPsec avec méthode LDAP, par exemple, sur lequel j'ai activé l'OTP. Je peux bien me connecter avec un utilisateur en IKEV2 avec le OTP. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent pour les clients qui souhaitent rester en IPsec. On entend beaucoup parler, effectivement, chez certains concurrents que le VPN SSL est mort. Est-ce que c'est simplement parce que certains concurrents ont eu trop de failles de sécurité et finalement ça peut nuire à leur image? Aujourd'hui, nous, le VPN SSL, ça reste une solution qui est disponible, sur laquelle on a toute une roadmap forte, pas forcément que sur du VPN SSL, mais en tout cas dans une approche de connectivité ZTNA. Et la 4.8 est le premier, on va dire la première étape que l'on a passée vers la cible que l'on se fixe. Protection des DOS, on a effectivement ajouté un peu plus de granularité au niveau des plugins TCP/UDP pour apporter un niveau de DDoS sur des seuils de flooding. Donc voilà, c'est un peu plus propre que ça pouvait l'être auparavant, tout simplement. Voilà, vous allez dans le protocole TCP/UDP et vous avez un peu plus de granularité. C'est plus simple à maintenir, plus simple à comprendre. Donc toujours géré par profil IPS du coup. On a intégré un connecteur direct pour se connecter à la plateforme SIEM à la plateforme SaaS de Sequoia. Donc Sequoia qui est un pure player du SIEM français de plateforme XDR. Donc on n'a pas besoin d'avoir une machine de rebond Sequoia pour venir connecter les pare-feux, envoyer les logs des pare-feux sur cette plateforme Sequoia. Les parseurs sont également disponibles chez Sequoia, les parseurs Stormshield. Donc vous pouvez effectivement tout simplement activer un profil d'envoi syslog que vous sécurisez bien évidemment en TLS avec l'autorité de certification de Sequoia, et vous avez la possibilité de renseigner la clé API de Sequoia, ce qu'ils appellent l'intake key, pour enregistrer le pare-feu chez Sequoia. Donc voilà, ça met un peu plus d'interopérabilité avec les solutions, notamment les solutions souveraines. On a fait un petit refresh, alors c'est léger, simplement au niveau de l'UX, au niveau des objets URL. Donc on a mergé les URL et les groupes de catégories sur la même page, tout simplement. Bon, il n'y a pas de révolution, mais c'est un petit changement de GUI.
On a aussi la possibilité maintenant, depuis la 4.8, d'avoir plusieurs profils multi-DH, donc multi-Diffie-Hellman, sur le même profil de chiffrement. Donc ça, voilà, ça permet d'avoir un peu plus de latitude pour simplifier les négociations IPsec. Auparavant, on avait un seul groupe DH, maintenant on peut en mettre effectivement plusieurs selon les différentes lignes. On retrouve d'ailleurs l'alignement avec le SMC sur cette gestion-là. OK. Avant-dernière étape, connectivité des utilisateurs. Le ZTNA, Zero Trust Network Access, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui est clair dans la tête de tout le monde, à quoi ça sert, et en tout cas, c'est quoi les objectifs. Nous, effectivement, côté Stampshield, le ZTNA pour nous, c'est quoi? C'est renforcer la sécurité, hein. Les extrémités de trafic sont toujours plus vulnérables, hein, puis on travaille de plus en plus en mobilité, hein, depuis le Covid, hein, je ne vais pas vous refaire la chanson. Donc il y a toujours besoin d'avoir un peu plus de sécurité, et c'est bien l'idée principale. Ensuite, côté plutôt administration, exploitation, c'est apporter plus de visibilité sur qui se connecte, comment on se connecte, avec quel device on se connecte. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui vont aussi arriver. En 4.8, on apporte un peu plus de visibilité, mais on va vraiment aussi développer cette partie-là, notamment sur S2 2025. Donc améliorer l'exploitabilité aussi, se pose la question de comment j'exploite mes agents VPN SSL, mes agents ZTNA que je déploie sur les postes de travail de mes clients. Aujourd'hui, effectivement, on a des limites, on a des contraintes. On travaille aussi sur ça pour améliorer cette capacité d'installation, désinstallation, mise à jour. OK. Voilà, c'est un peu de teasing, mais ça arrivera prochainement. Et donc le tout, effectivement, c'est de gagner en efficience, d'exploitabilité, et d'être tout en ayant, on va dire, un haut niveau de sécurité pour maîtriser qui se connecte. L'idée aussi du ZTNA, c'est de faire en sorte que l'utilisateur adhère finalement à la cyber, puisque souvent la cyber, c'est plutôt vu comme un frein que comme quelque chose de bénéfique pour l'utilisateur. Et il faut éviter effectivement que l'utilisateur aille, on va dire, qu'on mette le curseur trop proche de la contrainte que du bénéfice utilisateur, et que l'utilisateur finalement détourne un autre service pour pouvoir accéder à une ressource de l'entreprise. Donc ça, c'est un peu des challenges aussi, des objectifs et des challenges. Aujourd'hui, comment on répond aux ZTNA chez nos clients avec ces différents points, avec notre version 4.0 de l'agent, d'accord, qui est sortie en septembre 2024, et donc qui ressemble toujours à ceci, donc avec un look and feel un peu vintage, sans trop teaser, vous verrez, ça va s'améliorer. Donc cet agent aujourd'hui, malgré son look, est capable forcément d'offrir une connexion distante sécurisée en mode tunnel. Donc ça, c'est en VPN SSL, comme on en avait déjà parlé. On va pouvoir récupérer son adresse, son identité d'utilisateur, à part ou son groupe d'utilisateurs, pour filtrer les communications et lui fournir des accès aux ressources, aux assets métiers de l'entreprise, donc spécifiques. On va pouvoir durcir son mécanisme d'authentification avec du MFA, soit du MFA Stampshield TOTP dont on a parlé sur smartphone, ou bien avec un système d'authentification type Walix ID as a Service, par exemple, qui permet de fédérer cette identité. Ou bien encore, c'est aussi possible de matérialiser l'ACID de notre TOTP sur des tokens tiers, sans pour autant que ce soit Stampshield ou Chris, peut-être Chris qui revendrait un jour. Mais en tout cas, on peut venir injecter l'acide de sécurité du TOTP directement sur un token tiers de type carte à puce pour les utilisateurs qui ne souhaiteraient pas utiliser un mobile, par exemple. C'est des choses qui peuvent être mises en place. En 4.8, on a intégré la vérification de conformité, ce qu'on appelle communément le ZTNA, la fonctionnalité ZTNA de la version 4.8. OK. Donc on va faire une petite démo à ce sujet. Et on a fait également, avec cette version 4.0, quelques améliorations système aussi, puisque effectivement, dans le passé, on a pu avoir quelques instabilités de notre agent VPN. Cette version 4.0 améliore toute cette partie d'administration. Aujourd'hui, malgré tout, on a des limites en 4.8. On est en capacité on le verrait, on peut appliquer un seul profil ZTNA par firewall, d'accord? Donc c'est un peu tout ou rien.
Donc c'est limitant. Néanmoins, effectivement, on connaît cette limite, et bien on travaille sur ce cas pour apporter plus de granularité de gestion, parce que tous les utilisateurs n'ont pas forcément le même profil. Et aujourd'hui, on va travailler uniquement sur les postes Windows, puisque notre client VPN SSL ne fait que du Windows. Attention, ça va changer. C'est pour ça, même si la route est encore longue, néanmoins, on a une roadmap, comme je disais, qui est assez dense, qui va se concrétiser par différentes étapes, avec les étapes effectivement déjà du SNS V5. SNS V5, on va apporter une nouvelle méthode d'authentification pour, pour s'authentifier avec du Microsoft Entra ID, par exemple. Donc ça va rentrer dans cet écosystème ZTNA pour justement renforcer l'authentification avec différentes de nouvelles méthodes pour fédérer ces authentifications. On a des nouveaux agents qui vont arriver, agent 4.1, version agent V5 aussi, qui vont apporter ces nouvelles fonctionnalités, des nouveaux look and feel. Donc ça, c'est des versions qui sont aujourd'hui en mode alpha, qui sont testables dans le mode alpha voilà, sur lesquelles, si vous avez besoin de tester, n'hésitez, vous pouvez nous solliciter. Sachez que voilà, ces versions-là vont aussi être disponibles en juin avec l'appellation bêta directement depuis MyStampShip. Est-ce qu'un client VPN SSL pour professeur RM est prévu? Il me semble que oui, puisqu'on va, sans trop teaser, la nouvelle mouture en version 5 devrait supporter, je pense. À vérifier de mon côté. Mais en tout cas, l'idée effectivement de cette version 5, c'est d'apporter aussi un support multi-OS qui ne sera pas que Windows. Notamment Mac et Linux. Donc ça, vous pourrez effectivement les tester probablement à partir de juin. Possible de faire du ZTNA en fonction de user group. Aujourd'hui, le ZTNA n'est pas par user group, ou en tout cas la partie conformité, critères de conformité est applicable effectivement au global. Demain, on ira beaucoup plus loin. Vous voyez, on a effectivement, sans trop teaser, je tease beaucoup quand même, mais on aura, j'ai parlé d'améliorer l'exploitabilité, gagner en efficience, apporter plus de visibilité. Voilà, ça se concrétisera par un nouveau service qui arrivera probablement sur S2. Donc voilà, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Donc je vous propose maintenant de faire une petite démo sur justement l'approche 4.8. Hein. L'approche 4.8, tout simplement, on a un agent VPN SSL en version 4, voire même 4.1, qui doit se connecter à un pare-feu pour atteindre une ressource, par exemple un Stampshield Log Supervisor. Et donc l'idée, c'est bien de monter un tunnel VPN SSL entre l'agent et le pare-feu pour accéder au SLS. Dans la démo, j'ai un accès admin directement sur la pod publique du pare-feu, d'accord? C'est pas bien, mais c'est juste pour de la démo. Hop. Tac. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, c'est bon. C'est pas. On va me remettre dessus. Tac. Je vais déconnecter. Attendez. Ah. Connecte sur mon environnement. Hop. Bien qu'il y ait un effet démo, sinon c'est moins marrant. Hop. Je vais mon autre m'embête. Hop. Je vous demande 30 secondes le temps que ça charge. Oui. S'il y a des questions, hein, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Hop. Alors, ici, j'ai mon agent VPN. Hop. J'essaye de me connecter. En principe, j'ai pas activé le ZTNA, donc tout va bien. À partir du moment où j'ai mon nom d'utilisateur et j'ai ma passerelle, j'arrive à me connecter. Je suis bien connecté, tout va bien.
Donc ça, c'est globalement le schéma classique que vous utilisez aujourd'hui. Je me connecte au pare-feu. Au niveau de la section VPN, donc c'est là où on a effectivement rajouté VPN SSL. Tac. On a un nouvel onglet qui est apparu, Client Workstation Verification, donc ce qu'on appelle ZTNA, qui était effectivement donc désactivé aujourd'hui à ce moment-là. Je peux simplement l'activer sur mes connexions de VPN SSL. Donc je l'active pour tous les services. J'ai éventuellement la possibilité de faire un bypass pour les clients Linux et Mac qui utiliseraient un client aujourd'hui OpenVPN, d'accord? Ou bien effectivement, vous voyez, même d'ailleurs, on tease un peu la chose, on peut effectivement vérifier, on vient effectivement aussi vérifier les environnements Linux et Mac avec le client Stormshield VPN SSL en version 5. On voit que depuis la 4.8, finalement, on est déjà compatible avec notre agent V5. Et on peut désactiver, voilà, si les clients sont non compatibles ZTNA, typiquement une version de l'agent 3.0 par exemple, ou bien un client OpenVPN, on peut le checker. Donc j'active le service ZTNA. Derrière, je vais pouvoir afficher des critères. Je vais peut-être agrandir un petit peu. Afficher des critères de conformité pour vérification, pour vérifier l'état du poste à l'ouverture du tunnel VPN. Donc je vais pouvoir vérifier si l'antivirus est bien actif et à jour. Je peux vérifier si le firewall du device est aussi activé. Je peux vérifier si on a notre solution SES d'activer aussi sur le poste. Je peux vérifier si l'utilisateur qui essaye de se connecter a les droits d'administration locale de son device. Je peux vérifier l'état de la version Windows 10 ou Windows 11, avec un numéro de version minimum ou maximum. D'accord? Pas forcément le faire dans le cas de cette démo. Je peux vérifier également si l'état du domaine, du poste, si le poste est bien dans le domaine, ou bien si l'utilisateur est lui-même dans le domaine. Donc j'ai juste besoin de cliquer, hop, et je peux renseigner effectivement tout simplement un domaine. OK. Donc là, j'ai pas utilisé ce critère-là pour la démo, mais c'est tout à fait envisageable également. Je peux aussi vérifier l'agent, la version de l'agent. Donc ça, c'est intéressant dans le sens où, par exemple, si on est... Donc là, en l'occurrence, je suis même en version 4.1. Je peux vérifier si, par exemple, on avait sorti une version, les premières versions 4.0 qui étaient peut-être buggées, je ne sais pas, ou intégrant une faille de sécurité. Mais en tant qu'administrateur sécu, je peux dire, moi, je veux que mes utilisateurs se connectent avec au minimum une version 4.0, 4.0.5 par exemple, qui apporterait les correctifs contre cette vulnérabilité. Donc je peux forcer, alors ça peut être soit des utilisateurs, mais aussi des partenaires potentiellement qui se connectent à mon infrastructure, de type T maintenant. Je peux associer également un petit message aux utilisateurs pour leur dire effectivement, vous essayez de vous connecter, malheureusement, vous n'êtes pas conforme à la politique de sécurité. Ça permet de faire un petit message customisable sans pour autant donner le pourquoi du comment le poste n'est pas conforme. Ça, on le verra par la suite. OK? Donc là, on va faire juste le test. Simple, j'active le ZTNA, je vérifie si l'antivirus est à jour ou pas à jour et que le pare-feu est activé. Donc bien évidemment, mon pare-feu n'est pas activé et mon antivirus n'est pas à jour. C'est pas bien. Hop, donc j'active, j'ai activé le service. Donc le service d'ailleurs, on peut voir ici, n'est plus en disable. Je lance ma connexion. Hop, et directement, j'ai un refus. La connexion a été refusée parce que je ne suis pas conforme avec la politique de l'entreprise sur mon mode ZTNA. J'ai mon petit message d'erreur qui est affiché ici. Voilà, ça permet à l'utilisateur de prendre note. Alors c'est bien, néanmoins, de son côté, l'utilisateur, lui, n'a pas forcément d'informations. Par contre, côté admin, on va remonter des informations des logs, donc de la partie audit log, de qui s'est connecté, hop, je vais récupérer les droits. Donc on peut voir effectivement que donc au niveau du log, j'ai bien une erreur de host checking, aka ZTNA Stormshield, que le poste que Bob qui a voulu se connecter avec cette adresse IP n'est pas conforme. Son numéro de version client est remonté la 4.1 et j'ai le pourquoi du comment justement pourquoi il n'est pas conforme. Donc les critères d'invalidité, l'antivirus statut 0, donc il respecte pas,
Et le firewall local est aussi en 0, donc n'est pas activé sur le poste, tout simplement. Si je prends par exemple firewall, je me connecte, tac, l'antivirus, c'est pas dit qu'il soit à jour. On va éviter de peut-être le désactiver, ça évitera de perdre trop de temps. Hop, j'ai juste activé le pare-feu. Tac, je désactive ça, j'applique. Et normalement, mon pare-feu est bien actif. Je devrais pouvoir me connecter avec le ZTNA. Get config, voilà, ça arrive. Assign IP. Et je suis connecté. Et là encore, si je retourne dans les paramètres, dans les différents logs, je suis bien conforme à la politique ZTNA. Je retrouve aussi dans la partie monitoring des informations de connectivité, VPN SSL, donc Bob qui est bien connecté, version 4.1, je suis conforme, et voilà, j'ai bien ces informations-là. Donc on retrouve un peu plus de... La 4.8 apporte aussi un peu plus de visibilité pour vous donner justement l'état des versions des agents, c'est important, alors ça fait... On n'en est pas encore au point culminant, mais on apporte déjà quelques informations au niveau de l'administrateur pour s'assurer que finalement on n'a pas on n'a pas des utilisateurs qui utiliseraient des vieilles versions d'agents ou tout simplement des agents qui ne seraient pas recommandés par l'entreprise. D'accord? Et donc tout ça, effectivement, on va encore travailler d'autant plus sur de nouveaux services pour apporter beaucoup plus de visibilité sur ces sujets. Voilà. Et pour terminer, pour simple rappel, au niveau des ressources à votre disposition, voilà, pour vraiment terminer, je rappelle qu'on a un site demo.stormshield.eu qui vous permet d'aller naviguer dans les interfaces web de nos produits, Pare-feu, SMC, Log Supervisor. La partie Network Security est en version 5, d'accord? Donc si vous voulez aller jeter un œil, vous pouvez voir, c'est une version alpha, donc soyez indulgents. Tout n'est pas tout à fait sec. Mais en tout cas, si vous avez besoin de faire des démos, ça peut être client, ça peut être un super outil. On a toujours MyStormShield, donc ça je pense que vous l'utilisez. Voilà, pour voir l'état des services, remonter des catégories d'URL, remonter des web services, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. On a le service BreachFighter en ligne, si vous voulez soumettre un fichier, que vous voulez savoir si un fichier est vérolé ou pas. Donc vous pouvez l'envoyer directement sur BreachFighter pour qu'on le scanne. Notre portail security.stormshield.eu, là encore, c'est tout notre portail de threat intel dans lequel vous pouvez faire de la réputation de domaine ou de la réputation d'IP. Donc c'est ce qui est renvoyé justement au niveau des logs. Documentation.stormshield.eu, alors on a vraiment tout sur ce site en termes de guide d'install, de version de notes techniques, de release notes. Donc, consultez toujours les release notes évidemment. Regardez les notes techniques pour vous aider à faire des installations, à déployer des configurations spécifiques sur le SD-WAN, sur le TOTP, sur du VPN. Le site kb.stormshield.eu qui répertorie les différents articles mis à jour par notre support technique, d'accord, pour trouver des contournements, des bonnes pratiques. Donc ça, c'est aussi important, ça peut être utile. Et pour terminer, le site advisories.stormshield.eu qui vous permet de lister les différentes vulnérabilités identifiées sur nos produits. Donc c'est aussi un vrai argument commercial aujourd'hui, puisque à l'instar de d'autres compétiteurs, on a assez peu de vulnérabilités aujourd'hui. Alors la roue peut tourner, mais néanmoins, voilà, on n'a pas eu de faille de sécurité critique ou extrêmement critique sur 2024 par exemple. Donc c'est important. Et voilà une petite cheat sheet pour répertorier les différents liens justement qui peuvent être intéressants à conserver, à bookmarker dans vos navigateurs. Notamment, important, c'est une redite, mais vous avez les matrices de spécification des boîtiers qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas, ces matrices extrêmement efficaces permettent de vous donner un ordre de grandeur des boîtiers en fonction du nombre d'utilisateurs. D'accord? Et vous avez effectivement tous les débits, les différentes spécifications produits associées dans cette matrice. D'accord? Vous retrouvez la même chose pour les modules d'extension réseau et la même chose pour les appliances virtuelles.
Donc c'est des outils, voilà, c'est des PDF, mais c'est des outils à avoir au quotidien quand vous en avez besoin. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Voilà, on a fait l'heure. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Et on refera sans doute plus d'événements comme ça dans les mois à venir. Donc merci Mélène. Donc effectivement, comme a dit Mélène, hein, on va essayer de remettre ce genre de choses, de nouveautés régulièrement en place, hein. On va peut-être faire ça à peu près tous les 5 ou 6 mois pour effectivement vous apporter un maximum de nouveautés sur les solutions StemShield. Donc voilà, merci à tous. Si quelqu'un a des questions, ben, profitez-en. Il y a encore 2, 3, 4 minutes où on reste connecté. Sinon, ben, n'hésitez pas soit à revenir vers vos équipes Chris ou directement vers Mélène ou Jérôme Planquette qui a dû se connecter un moment, mais je ne sais pas s'il est encore connecté ou pas. Donc voilà, merci à vous. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Bon, pas de questions. Apparemment. Bon, bah, on vous souhaite alors une bonne journée. Bonne journée à tous, on vous remercie. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Au Au revoir. revoir.